Bonjour et bienvenue à la conférence ce soir où nous allons écouter Anne-Catherine Flight de l'agence FEL 72 de Vienne en Autriche. Alors c'est un exercice pas facile pour moi, j'ai pas l'habitude de le faire, alors excusez-moi. Alors d'abord on voulait remercier l'école d'architecture de nous accueillir, enfin plutôt d'accueillir Anne-Catherine. Je dois excuser Philippe Bach qui n'a pas pu être là ce soir. On voulait aussi remercier le consulat d'Autriche grâce auquel on a pu faire venir l'agence. Et évidemment, on remercie le CAE que je représente d'avoir aussi organisé cette soirée. Donc, qui s'inscrit un peu dans le cadre de l'exposition et du colloque qui ont commencé vendredi dernier, qui s'appelle Parcours d'architecture en Europe, regard croisé sur des productions d'aujourd'hui, et qui va durer jusqu'au 15 janvier. Donc c'est 7 pays européens, entre guillemets, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Russie, la Pologne et la Roumanie et l'Italie, qui vous présentent des productions d'architectes de leur pays qu'ils ont choisi eux-mêmes. Et donc on fait un petit bilan de la production architecturale dans ces pays. Donc je vous invite à venir voir l'exposition qui est très intéressante. Et donc sont représentés, pour représenter l'Autriche, Anne-Catherine Flight et donc son agence FEL 72, qui est une agence qui est à Vienne. Et Anne-Catherine est la cofondatrice de cette agence. Donc elle a déjà produit un travail très reconnu en Autriche, puisqu'elle représente maintenant son pays lors de rencontres internationales importantes. Donc là, elle a fait la 11e Biennale de Venise, la dernière Biennale de Sao Paulo, et ils sont invités à la 3e Triennale d'art de Ganzhou. Cette agence fait aussi partie d'un collectif européen de jeunes architectes qui s'appelle Wonderland et qui rassemble les productions de jeunes architectes de 9 pays européens. Et donc pour finir, je pense que la présentation d'Anne-Catherine va vous surprendre car elle va vous présenter la démarche d'une jeune agence qui a réussi à créer sa propre commande en fait. C'est une agence qui est arrivée à Vienne, qui n'avait pas vraiment de contact, pas vraiment de clientèle établie, et qui a créé sa propre commande en développant des nouvelles stratégies urbaines qui font maintenant leur notoriété. Voilà, merci et désolée pour le stress. Alors autant pour moi c'est encore plus une première, c'est ma première conf. Et la dernière fois que j'étais là-haut c'était pour passer mon diplôme, donc avec Gaëlle d'ailleurs, donc c'est un peu une impression de déjà vu. Je recommence, je repasse un examen ce soir. En tout cas merci d'être venus si nombreux, ça me touche de tous vous voir. Et merci à l'école encore une fois, merci au CAE et surtout merci à Gaëlle de tout avoir si bien organisé. Donc, entre le diplôme et aujourd'hui, il y a quand même quelques années qui sont passées. Donc, comme Gaëlle l'a déjà dit, j'ai monté mon agence. Ça, c'est nos locaux. FEL 72. C'est dans une ancienne chocolaterie. Alors, c'est des gros en plein cœur de Vienne. Ensuite, comme vous voyez là, tous les étages sont occupés par des architectes en tout genre. Ça, c'était notre équipe cet été. Et ça, c'est mes partenaires. Donc, 4 garçons, une fille. 2 Italiens du Nord, Sud-Tyrol, 2 Autrichiens dont un est né en Australie et moi. Donc on vient tous d'horizons assez différents. Les points rouges, c'est où on est né, les points jaunes où on a étudié. Donc les 4 ont étudié à Vienne, moi à Strasbourg, et on est tous partis un an en Erasmus. C'est là où on a fait la connaissance moi j'ai fait la connaissance de certains. J'étais un an à Delft. J'en ai rencontré 2 là-bas. Et malgré on vient tous d'horizons différents, mais mine de rien, c'est la même envie ou la même motivation qui nous ont poussés à faire cette agence et qui fait de nous une équipe. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit état des lieux et un état d'esprit aussi de notre agence. Je vais commencer par les 2 premiers projets par lesquels on a démarré. Donc le premier, c'était pour une expo qui s'appelle MEGA, en allemand Manifesto des Anmaßungen. Traduit littéralement, c'est le manifeste des prétentions. En fait, le commissaire était de la génération 68 et a invité toutes les jeunes agences viennoises
à présenter leur vision du monde actuel. En fait, c'était une espèce d'état des lieux de la nouvelle génération, leurs utopies. Chaque agence avait un carré de 1,80 m par 1,80 m où ils pouvaient s'exprimer. Donc l'ensemble de l'expo formait une espèce de grille, une espèce de petit Manhattan où chaque utopie cohabitait. Et nous, notre première volonté, c'était de sortir des murs du musée et de confronter les gens à leur environnement proche. Donc pour ça, on a mis en place un sticker, un point bleu autocollant, avec 15 phrases différentes. Certaines physiques, ici je veux passer à travers, enlevez-moi ça. D'autres sentimentales ou émotionnelles, ici j'ai pleuré, ici tu dois rire. Et 4 vides, donc où chacun pouvait remplir le message qu'il voulait. On a imprimé 22 000 exemplaires. Ils étaient à prendre au musée. Et donc les visiteurs étaient invités ensuite à coller ça en ville. Et le simple fait de choisir... Ah oui. Et à l'arrière, en fait, il y avait une carte postale. Donc une fois qu'on avait décollé le sticker, qu'on l'avait collé, on pouvait remplir l'adresse à l'arrière et nous le renvoyer pour Vienne. C'était sans frais de port. Et nous, on retournait sur les traces de ces points bleus pour refaire une nouvelle carte subjective de Vienne. Donc, quelques exemples. Ici, j'ai dansé. Ici, je veux une forêt. Ici, j'ai pleuré. Et pleurer, par exemple, il y en avait dans toutes les cabines téléphoniques. Ici, tu dois te décider. Ici, je suis satisfait. Ici, je me sens en sécurité. Ici, tu dois crier. Ici, je vais passer à travers. Ici, j'ai prié. À Berlin. Ici, je veux une chaise longue. Enlevez-moi ça. Ici, j'ai pleuré. C'est passé par Strasbourg aussi. Ici, je veux un point de vue. Ici, tu dois vomir. Ici, j'ai volé à travers les airs. Ici, je te veux. Et l'idée qu'on avait en faisant ça, c'était que les gens commencent à voir leur ville un peu différemment ou qu'ils commencent simplement à la voir ou à l'interroger. Et le simple fait de coller ou de laisser ce message laissait aussi une trace pour celui qui passait, qui commençait peut-être à réinterroger ces lieux publics par lesquels il passe tous les jours pour aller au boulot. Et ce geste de coller est aussi une réappropriation. Le deuxième projet qu'on a fait en parallèle de cette exposition est à Vienne encore, dans un lieu hautement culturel. Donc ceux qui connaissent, c'est en bas, là, c'est le quartier des musées, donc avec musées plutôt contemporains et diverses institutions, dont la maison d'architecture. Et ça, c'est les musées classiques, le Kunsthistorische, le Naturhistorische, le Ring. Et donc ça, c'est l'intérieur du Museumsquartier, donc un haut lieu vraiment culturel, un lieu où les Viennois se rencontrent aussi, vont boire leur café. Et ça, c'est à l'avant, un lieu vide où il ne se passe rien, sans âme. Et en fait, on est parti d'une provocation. On a utilisé l'aménagement urbain existant, la place est déjà divisée en petites parcelles avec des haies d'un côté. Donc on s'est dit pourquoi pas transformer cet espace ou pourquoi pas le privatiser et le transformer en jardin ouvrier. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a ramené quelques objets, quelques meubles. Et on s'est installé là pendant une semaine. Et donc chaque passant, habitant était invité à utiliser les lieux, à venir faire bronzette, à organiser un barbecue avec ses amis. Donc il y avait un peu un côté absurde entre les grosses institutions viennoises, voir ce genre d'image. Mais ça a pris, les gens sont venus dès le premier jour.
C'est vraiment devenu un lieu vivant. Et au final, le dernier jour, on a fait un petit concours où les gens pouvaient dire ce qu'ils en pensaient ou ce qu'ils voyaient sur cette place. Et combiné à ça, il y avait une loterie où chacun pouvait gagner une chaise longue ou un barbecue. Et nous, on a juste gardé une petite cabane de jardin qu'on a remis dans notre cour arrière d'agence pour un été. Et on a fait une fête. Et si on y a laissé des traces, ça c'est une autre histoire. Il y a eu plusieurs concours de faits par après qui n'ont jamais abouti. Il y a eu différents débats, différentes discussions à propos de cette place. Mais pour l'instant, elle ressemble toujours à ça. Ils nous ont demandé de refaire la même intervention l'année d'après. On a demandé des honoraires, mais là, ils ne voulaient plus. Donc, avec la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'espace public ? Alors, la troisième intervention, c'est à Rotterdam. En fait, le point de départ, c'était un concours pour un bâtiment hybride, ou comment passer de 130 à 0 km/h, accompagné de différentes activités. Nous, on n'a pas vraiment répondu au sujet. On s'est intéressé au phénomène des bouchons. Et pour nous, qui avait un potentiel tout aussi intéressant et que personne n'avait encore traité, qui est encore un peu un sujet tabou, on va dire. Et on est parti de la question, pourquoi pas utiliser ce lieu-là comme un nouveau lieu de communication ? Parce que mine de rien, souvent dans les bouchons, on est soit énervé, ennuyé. Mais au final, on pourrait juste tourner la tête et voir son voisin, parce qu'il y a quand même une proximité pendant ce temps non voulu qui existe. Donc notre première proposition était de proposer un service d'autostoppeur qualifié avec différents corps de métier qui permettait donc pendant un break de débattre sur la situation actuelle du monde avec un philosophe ou d'écouter de la musique live ou d'avoir sa consultation chez le médecin. Et j'ai parlé avec John Wayne. Et en 2003, il y avait la Biennale d'Archi à Rotterdam aussi qui était sur le thème de la mobilité. Donc on a présenté en fait ce qu'on a fait au commissaire de la Biennale, ça leur a plu et ils voulaient en faire une intervention, mais malheureusement parallèlement il y a eu l'assassinat de Pim Fortuyn et la Hollande est devenue très sécurisée, on va dire. Donc on a dû trouver un nouvel emballage qui permettrait cet échange quand même, ou une espèce de paquet magique qui permettrait d'entrer sans crainte dans l'habitacle de la voiture. Et pour ça, on a développé le file-kit. Alors file, ça veut dire bouchon en hollandais. Alors c'est le même principe. Ça traite aussi des différentes émotions, agression, ennui, solitude, avec 3 kits différents selon les bouchons. Donc Randstad, c'est vraiment les bouchons quotidiens des heures de pointe. Autoroute du Soleil, bouchons de vacances, qu'on sait qu'on trouvera aussi forcément. Et Sudden, c'est les accidents imprévus. Et chaque kit a ses ingrédients, on va dire. À l'arrière, on a développé un langage, File Esperanto, qui démarre du langage conducteur classique, avec différentes interprétations. Et en fait, la logistique était assez simple. Donc, il y avait le MC qui captait les différents endroits de bouchons. Il envoyait les File Angel, les motards sur le site qui distribuaient les kits aux victimes des bouchons. On l'a vraiment mis en place. Donc ça, c'était notre base à la Biennale. On a fait produire 500 kits et on s'est mis en route.
Ça, c'est un peu, parce qu'on n'a pas vu la réaction des gens, on n'a pas pu la filmer. Les réactions possibles. Et notre plus grande utilisatrice du kit est la reine elle-même, la reine Béatrice. Et toutes ces interventions, donc comme l'a dit Gaëlle déjà, ont été auto-initiées, auto-financées. C'est nous qui les avons proposées, mises en place. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'argent. Mais finalement, c'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce qui nous a fait sortir du paysage architectural viennois qui est déjà très dense et très dynamique. Et c'est grâce à ces interventions ou à ces stratégies urbaines qu'on a été invité à la Biennale d'architecture de Sao Paulo en tant que représentant autrichien. D'ailleurs, on a produit un livre pour ça aussi qui est à vendre. Et là, on s'est longtemps demandé ce qu'on allait faire, parce que chacun de notre projet naît d'un contexte ou d'un phénomène vécu. Et Sao Paulo, pour nous, c'était un territoire complètement inconnu. Et comment illustrer notre démarche sans rester dans la représentation muséale, mais quand même en essayant de faire bouger un peu les choses de nouveau. On a longtemps cherché, essayé différentes choses, et finalement, on est parti sur le fait que l'espace public est devenu un espace commercial, que chaque grande marque vend aujourd'hui un style de vie, un rêve, que chacun travaille avec différentes stars et donne l'impression qu'on peut devenir Beckham, tous. Et qu'en portant un certain style de vêtements, on se crée une identité, on se donne une famille, ou on appartient à une tribu. Et en fait, nous, on a utilisé cette stratégie marketing, mais de manière subversive, en utilisant le t-shirt comme support, mais pas comme support pour vendre un rêve, mais plutôt comme support pour montrer ou pour donner un accès à un monde vécu. En fait, le message, c'était un peu « prends la réalité telle qu'elle est et deviens actif à ta manière ». Les t-shirts présentés sont nos projets avec nos outils, nos manières d'agir, nos stratégies, mais chacun pouvait devenir acteur et reprendre un peu sa ville, on va dire. Ça, c'est l'installation qu'on a fait là-bas. Et en plus de ça, à Sao, en fait, depuis 2 ans, le maire a interdit toute publicité. Donc, c'est étrange parce qu'on a l'habitude, maintenant, on est vraiment bercé de publicité un peu partout. C'est l'effet Times Square qu'on connaît tous. Et là-bas, c'est vide, il n'y a plus rien. Et ce qu'on a montré avec nos t-shirts, on s'est vraiment retrouvés face à face avec ça. Les hommes sont redevenus porteurs de marques, de slogans, de publicité. Et ça, c'est l'ouverture. Et en fait, pour sortir de nouveau des murs, on a refait une série de 15 stickers cela révèle cette fois-ci un peu les paramètres cachés qui définissent ces nouveaux espaces publics commerciaux. Donc pareil, de nouveau avec 15 phrases différentes qui essayent de montrer ou de révéler un peu ces nouveaux endroits publics. Et en fait, chaque phrase prend une signification un peu différente selon le contexte. Et chaque contexte a une lumière différente selon la phrase qui lui est collée dessus. Je suis juste quelques exemples. Ça, c'est un bâtiment incroyable de Lina Bobardi. C'est mon coup de cœur du Brésil.
Naples. Et à côté de ça, on a fait beaucoup de concours aussi. Et on a commencé avec beaucoup de concours ouverts où 200 équipes participent. Et petit à petit, on a commencé à se faire connaître aussi et à être invité ou à être sélectionné. Le premier projet que je vais vous montrer là, c'est à Pasdorf. Alors c'est un tout petit village à 1 heure de Vienne, assez triste et assez gris. Et la région là a mis en place un système assez intéressant. En Autriche, il y a 2% du budget de construction est destiné à une intervention artistique. Et plutôt que de faire ça au cas par cas ou chantier par chantier, en fait, ils ont créé une structure autonome qui encaisse cet argent et qui est par contre après libre d'intervenir ou de faire ce qu'ils en veulent. Donc il y a différents artistes de renom qui ont déjà fait quelque chose là-bas et il y a un vrai paysage culturel qui s'est créé dans toute la région. Et Pasdorf devait être un espèce de point de départ, de signal pour ce paysage culturel. Et la commune, en parallèle, voulait aussi un réaménagement de leur place de village. Donc à écouter la commune, eux, ils voulaient une place de parking. Donc leur seule place de village devait être place de parking. Donc nous, on a un peu utilisé ça comme tram, où on a pris la tram d'une place. Et chaque place, en fait, a un matériau différent. Donc c'était ça, il allait de la responsabilité de chacun d'utiliser un espace public ou non. Donc ça, si c'est un parking, ça, c'est une manière de l'utiliser différemment. Donc il y a un revêtement, il y a du bois, il y a de l'eau, il y a certaines places qui sont inclinées, il y a des textures différentes. La place handicapée, on voulait que ça reste toujours libre, donc on l'a placée où ça nous arrangeait. Et comme symbole pour ce paysage culturel, on a utilisé l'arrêt de bus qui était présent aussi sur la place. Et on l'a réinterprété. On lui a donné plus de fonctions. Donc le toit est accessible. Il peut servir de scène pendant les fêtes de village ou de discours pour le maire ou pour n'importe qui attend un bus. Il peut monter là-haut tranquillement et avoir un point de vue. Et en fait, en haut, il y a une espèce de carte aussi qui révèle les différents artistes ou qui rend compte des différentes œuvres qui sont installées aux alentours. Un autre projet à Vienne. Alors ça, c'était un concours invité où différents artistes et architectes ont participé au réaménagement du parvis de la Chambre des métiers de Vienne. Donc c'est de nouveau dans un lieu assez privilégié. Il y a le belvédère juste en face. Ça, c'était l'état avant. Et nous, on a proposé donc, de cet accès très monofonctionnel, on a proposé une réinterprétation des marches en les étirant et en les transformant, en les réinterprétant, en vraiment faisant un paysage de marche, en tombant dans l'absurde d'une colline ou d'un trou. Et ça permet, en fait, ça intègre les rampes, ça permet vraiment un accès facile et sans barrière, quel que soit le côté par lequel on arrive. Et en même temps, les marches sont un symbole aussi sont un symbole urbain par excellence. C'est un lieu où on s'assied, où on se repose, où on discute, où on s'exprime.
Ça c'est fini, c'est réalisé, mais ça vient d'être fini, donc on n'a pas de photos encore. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur notre site. Dans quelques temps, j'espère qu'il y aura les photos. Ça c'est dans le nord de l'Italie, à Caldaro, Caltern. C'est une maison des vins. Ça aussi c'était un concours qu'on a gagné. En fait, en Autriche, je ne sais pas comment c'est ici, mais les maisons des vins sont un peu devenues le miroir de l'architecture contemporaine. Chaque cave a son bâtiment. C'est un peu devenu une stratégie marketing en soi. Et donc là, la maison des vins est directement située sur la route des vins. Ça, c'est le bâtiment existant. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc notre première approche ou notre première intervention ou volonté urbaine, on va dire, c'était de dégager l'ancien bâtiment qui avait une certaine valeur et qui était un peu parasité par tous ces rajouts qui sont venus avec le temps, d'utiliser cette route des vins qui était très 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 passante et de vraiment faire un bâtiment lien entre les deux. On revoit un peu sur la première photo. Donc, qui a un côté signal, côté rue, qui redescend, qui retombe pour faire liaison avec l'existant, qui crée un peu une cour intérieure un peu protégée du trafic. Donc de l'extérieur, c'est un côté très monolithique, très lisse. Et de l'intérieur, c'est un espace ouvert avec différentes plateformes ou terrasses qui évoluent au fil du parcours des vins. Donc en plan, très rapidement, au rez-de-chaussée, tout ce qui est vente. Au premier niveau, un bar pour les viticulteurs du coin qui viennent aussi boire leur petit verre de vin et une extension café lounge. Et tout en haut, une salle de dégustation. Donc là, pareil, encore une fois en photo, l'intérieur. Et en fait, au départ, personne n'y croyait. Les viticulteurs de cette coopérative non plus. Mais grâce à ça, en fait, Caltern était connu pour leurs vins de 2 litres pas très bons et pas très chers. Et grâce à ce bâtiment, ils ont triplé leurs bénéfices. Ils sont devenus reconnus pour des vins plus nobles aussi ou de meilleure qualité. Et c'est devenu une espèce d'identité aussi pour le village. Le village commence à se vendre à travers cette architecture contemporaine. Il y a encore 2-3 autres interventions d'autres architectes dans le village et l'archi contemporaine est devenue aussi une manière de se présenter et de faire ramener les touristes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut être porteur aussi. Les différents points de vue. En fait, qu'on soit n'importe où dans le bâtiment, on a toujours une vue d'ensemble. C'est la salle de dégustation. Alors ça, c'est un gros concours qu'on a gagné avec Alles wird gut, mais qu'on ne va pas réaliser. Parce qu'on l'a gagné ex aequo avec une autre agence, Cada Wittfeld. Et c'est eux qui, finalement, ont eu la commission. Donc juste très très rapidement, en fait c'est une méga structure, 50 000 m² de bureau avec 25 000 m² d'extension. Et nous on a abordé ce concours en essayant de sortir de ce super bloc ou de retrouver une échelle humaine, en essayant de donner la chance aux employés
de s'identifier à leur lieu de travail. Donc on a travaillé avec différentes cours, chacune différente. Chaque nœud, donc ascenseur, escalier, a un lieu de communication aussi donnant sur les cours. Donc c'est une hiérarchie très horizontale, très plate, avec des possibilités de faire du sport sur le toit ou à l'entrée. Donc le bâtiment en lui-même est devenu un peu la philosophie de Adidas selon nous, avec la question, retour à Beckham, tout le monde veut devenir Beckham, mais est-ce qu'on peut voir l'homme derrière le produit ? Alors ça c'est un autre concours qu'on a gagné aussi, toujours avec Alles wird gut. Un petit village à 1 heure de Vienne, très mignon, dans le vignoble, dans une zone naturelle protégée où le Danube passe. Alors le premier concours était pour un centre de congrès avec bureau et hôtel. C'était en 2005. Donc ça c'est un peu nos points urbains. Donc vu le village et son côté charmant et mignon, on ne voulait pas... le programme était de nouveau énorme, mais par contre on ne voulait quand même pas créer de tours pour pas perturber l'ensemble. Donc on a essayé de rester bas tout en profitant quand même de ces terrasses vignobles, viticoles et du Danube. On a réutilisé les structures urbaines déjà existantes, donc le bloc urbain plus récent et l'ancien tissu urbain du centre-ville qu'on a réinjecté dans notre bâtiment. Donc ça c'est un peu le résumé. Donc dans le plan noir, le bâtiment disparaît complètement. Donc c'est un signe que c'est bien intégré, en tout cas en plan déjà. Avec au rez-de-chaussée un lien avec les différents espaces publics qui existaient déjà et un développement en 3D. En fait, on a un peu travaillé sur l'idée de traboule, qu'on puisse passer une rue publique qui traverse le bâtiment et qui se développe en 3D jusqu'en haut pour offrir une terrasse panoramique. Quelques images. Donc 2 ans après, et beaucoup d'eau qui a coulé entre-temps, finalement le centre de congrès ne se fait pas, l'hôtel non plus, il n'y a plus que les bureaux, mais ce qui est déjà énorme pour nous. Et ils n'ont pas eu les parcelles non plus, donc on s'est retrouvé sur un autre terrain qui lui était dégagé, enfin était séparé en 2. Ça c'est notre site. Donc là aussi encore le même exercice. Dans le plan noir ça disparaît. C'est les mêmes intentions. Essayer de s'intégrer avec l'envie. C'est un programme public. C'est des bureaux pour le département. Donc c'est en plus de faire un bâtiment, essayer de donner une rue qui donne accès aux passants et aux touristes. À l'arrière, il y a une trace de vieux rempart encore du Moyen-Âge. Donc celui-là, on l'a rendu accessible aussi de nouveau avec la création d'une place à l'arrière. En coupe, il y a une adaptation aux différentes hauteurs alentours. C'est sur deux terrains, donc on a dû travailler avec des ponts. C'est quelques références, en fait, c'est pas des ponts, mais il y a déjà, ces liaisons existent aussi dans le vieux centre. La maquette, 2 images. Et ça, la construction, le chantier va démarrer en avril qui vient. Avec la question tout en haut, donc, pourquoi juste faire un bâtiment si on peut avoir une rue ? Et le dernier projet, c'est dans le sud de l'Italie.
à Prata Sanita, c'est à 1 heure de Naples, dans un parc naturel. En fait, c'est 5 architectes locaux qui ont invité artistes, paysagistes et architectes à intervenir là, dans 5 villages différents, avec comme cahier des charges, on va dire, travailler 1 mois sur place avec les habitants, avec un budget de 10 000 € en utilisant l'économie locale. Et ça, c'est juste pour mettre un peu en contexte les villages ou la région là-bas. Il y a un grand phénomène de migration. Ça, c'est un des villages, par exemple. Aujourd'hui, plus que 700 habitants, mais 700 familles vivent à l'étranger. Un autre village où, à l'époque, ils étaient 4 000, 5 000, maintenant, ils sont plus que 800. Et rien que la communauté new-yorkaise a 1500 anciens habitants de Gallo. Donc ça, c'est un parcours, par exemple, d'un habitant de Prata, Biagio, qui était 5 ans en Suisse et 40 ans en Allemagne, qui est maintenant revenu vivre dans son village. Mario, qui, pareil, était 6 ans en Suisse, 9 ans à Rhode Island, et qui maintenant, en fait, voyage entre Rhode Island et Prata, parce que sa famille est là-bas, les enfants sont restés. Comme Biagio, en fait, les enfants sont restés en Allemagne. Mario, ses enfants sont restés aux États-Unis. Donc, il partage son année entre l'Italie et les États-Unis. Ça, c'est un peu le contexte, avec la Camorra très, très, très puissante et présente, avec le film maintenant que vous avez pu un peu... Le fait que 25%, qu'à l'âge de 25 ans, 50% des jeunes filles italiennes habitent encore chez leurs parents, et 70% des hommes, que très, très peu ont... ouais. Ça, c'est un peu l'ambiance Berlusconi et la RAI et le monde qui ment. Le phénomène de tourisme de masse qui est arrivé là-bas aussi à cause des vols pas chers, donc qui ont réduit les distances. Donc c'est un peu toujours cette dualité entre une grande connexion à travers le monde par leur migration. Et ça, c'est le village que nous, on a pris, Prata Sanita, qu'on a choisi. Donc c'est vraiment un vieux village médiéval, abandonné, avec beaucoup d'espace en ruine. Ça, c'était à l'époque où il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui, c'est vide. Et en fait, donc, le village est séparé en deux. Il y a un vieux village, ce qu'on vient de voir, qui est pas accessible en voiture, qui est vraiment qui a grandi le long de la montagne, de la colline, et le village nouveau qui a été fait par les voitures, pour les voitures. Et nous, on est arrivés là-bas avec une simple idée, ne sachant pas trop ce qui allait nous attendre. On s'est dit qu'avec tous ces espaces vides, on pourrait en faire un hôtel et prendre l'idée de l'hôtel diffus. Donc en utilisant le village, les deux villages vraiment comme zone d'hôtel. Avec le village nouveau, ce sera tout ce qui est réception, lounge, et avec la place du village et ses cafés. Et l'ancien village, les chambres, il y a une source d'eau naturelle qui coule, donc il y a même un espace wellness. Premier jour,
Première présentation. Donc on est venu avec notre vague idée de ce qu'on voulait faire et on l'a présenté aux habitants. Et le lendemain, on savait vraiment pas trop, on savait qu'on allait peut-être avoir 5-6 volontaires. Et il va falloir qu'on improvise. Et le lendemain, on avait vraiment 30 à 40 personnes qui étaient là et qui étaient prêts à travailler. Donc ça a été incroyable parce que les gens étaient vraiment réceptifs, positifs, et ils étaient tellement pleins d'énergie que nous, on s'est retrouvés pris de court un peu, et c'était l'improvisation au quotidien. Ils étaient tellement rapides qu'il fallait qu'on voit chaque jour comment on pouvait continuer. Donc, un exemple, je vais vous montrer 2 exemples de chambres et la salle de bain. C'est vraiment un hôtel, ça fonctionne. La première chambre, l'espace d'argent, où on a, en fait, ça c'est la pièce du haut, où le plancher était cassé. Donc on a simplement déplacé les masses. On a réutilisé tout ce qui était sur place. Donc on a fait rentrer un peu plus de lumière et on a fait une espèce de négatif de chambre. Vu que trois côtés étaient déjà dans la roche, qu'il y a juste une façade qui fermait le tout, on a fait une espèce de trace archéologique de chambre, on va dire, où le lit, où tout est en négatif, tout est inscrit dans la roche. Et pour faire un espace uniforme, on l'a peint en argent. Ça, c'est une pièce qu'on ne pensait pas utiliser au départ, parce qu'elle était complètement cassée, pas du tout fiable au niveau des planchers. Donc on a simplement renforcé la structure pour utiliser la pièce du haut. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il nous manquait une salle de bain et qu'il faudrait quand même une salle de bain si l'hôtel devait fonctionner. Donc on a pris cette pièce qu'on a étanchéifiée et on a utilisé les mosquieras, c'est les fils en plastique qu'il y a devant toutes les maisons italiennes, donc qui laissent passer l'air mais qui empêchent les moustiques de rentrer. Et on en a fait un espace positif en fait. On a rempli toute la salle de bain de ces mosquieras et tout ce qui est vide, c'est les fonctions, la douche, les toilettes, la salle de bain. Et encore une chambre, le lit volant. Où là, on est vraiment parti d'une idée toute simple, 2 rails, un lit, et comment s'échapper de la tradition ou du quotidien. C'est un peu une métaphore de... Et c'est vraiment un hôtel, ça fonctionne. Donc si vous êtes dans le coin, vous êtes invité à passer y faire un tour parce que les gens sont incroyables. Vous aurez un accueil très chaleureux. On y mange très bien. La région est belle, donc pour 1 ou 2 jours, ça vaut le coup. On a fait une soirée cinéma. Ça, c'est un peu l'ambiance qu'il y avait sur les lieux. Ce qui était vraiment incroyable pour ce projet, c'est que ça a été une rencontre intergénérationnelle pour les habitants, parce qu'il y avait des jeunes, des vieux qui ont mis la main à la pâte. Ils ont redécouvert eux-mêmes des endroits qu'ils ne connaissaient plus, qu'ils avaient oubliés. Donc ils ont un peu retrouvé leur village, ils se sont réappropriés vu que c'est eux qui l'ont fait de leurs propres mains. Et ils le continuent maintenant. Nous, enfin c'est ce qu'on voulait, on a apporté une amorce et
on espérait qu'ils prendraient ce projet pour eux. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils continuent. L'hôtel est toujours en marche. Et on a fait un site sur lequel vous pouvez réserver aussi, mais aussi pour les habitants qui ont participé. Et en fait, on a eu quelques publications qui ont permis de lancer l'hôtel. Et maintenant, ça tourne. Il y a des gens qui y vont régulièrement. Et en fait, ces collages, c'est la fin maintenant. C'est un grand panorama qu'on a fait pour Venise, pour la Biennale de cette année, où on était invités aussi. Où on a mis tous nos projets en rapport. Et où on a fait une espèce de grande tapisserie, grand collage de nos interventions. Feldgasse 72. Ils sont encore plus détournés. Est-ce que vous pensez que... Alors d'abord, est-ce que c'est possible? C'est bien que dans le système français détourné un programme standard. Donc là, apparemment, c'est tout à fait jouable en Autriche, un certain nombre de cas. Et est-ce que vous pensez que c'est une nécessité? Est-ce qu'il faut, si vous voulez, re-questionner un programme? Mettez en cause, si vous voulez, le fondement de l'étude. J'ai un peu l'impression que c'est quand même ce qui reste après vos premiers projets qui étaient projets libres. Il y a quand même ce côté de cette capacité à jouer, si vous voulez, avec un élément qu'on vous donne et qui souvent est assez rigide, et que vous avez côté autrement. Est-ce que ça, c'est d'abord une façon de travailler, ou est-ce que c'est une stratégie pour se positionner autrement dans la réponse? Pour les premiers projets, c'était vraiment une volonté ou un rejet par rapport à certains points pour les stratégies urbaines. Et pour ce qui est concours, on prend en compte le programme, mais on essaye, si on estime qu'on pourrait encore proposer quelque chose en plus, ou combiner, ou rajouter, on essaye d'amener ça aussi. Mais sans avoir la prétention de dire que le programme est nul et nous on propose autre chose. C'est pour Krems par exemple, quelque chose de très pragmatique, des bureaux. On a répondu au cahier des charges. Mais on a simplement essayé, même dans des programmes très rigides, de rajouter quand même peut-être cette idée de rue ou d'espace public qui déambule aussi à travers un bâtiment. Ou c'est plus, ou pour la Maison des Vins, c'est vraiment en travaillant avec les viticulteurs que petit à petit, on a élaboré ce que ça pourrait être aussi, une Maison des Vins et un point de vente. Donc c'est plus, après un travail, bon, pas toujours, si c'est un concours, enfin. C'est différents positionnements, mais ce n'est pas forcément un refus d'office ou un positionnement par principe en venant de l'autre porte, on va dire. C'est plus une oui, non, est-ce que ça nous semble juste, est-ce que ça nous semble adapté, ou qu'est-ce qui pourrait en plus, qu'est-ce qui pourrait peut-être enrichir le tout encore ou, ouais. Est-ce que la maîtrise d'ouvrage, là-bas, l'accepte facilement? Ça aussi, c'est... Non, pas toujours. Non. C'est comme ici, à mon avis.
Il y en a certains qui regardent comme ça et d'autres qui ont appris un peu à regarder comme ça. C'est pas non. Et quand ça marche pas, bon, bah, ça marche pas. Et voilà, on fait ce qu'ils nous demandent. Mais pour l'instant, on a eu la chance de... Enfin, ça ne nous est pas encore arrivé, on va dire. On a réussi à... Mais on n'a pas encore tant construit que ça, on n'a pas encore tant d'expérience que ça. Peut-être que... je sais pas. En tout cas, on essaye. Après, ça ne marche pas à tous les coups, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas une nécessité, si vous voulez, pour arriver à faire quelque chose qui soit qualité? Autrement dit, je re-questionne la qualité qui peut être mise dans un programme. Je ne sais pas, oui. À laquelle je ne crois pas. On ne peut pas mettre l'élément qualitatif comme il peut donner des quantités. Et donc, répondre à un programme tel qu'il est écrit me semble être une fausse piste pour la qualité architecturale. Je dis ça aussi pas pour vous. Ben oui, pour les... que je connais. Merci à vous. Les premiers projets rapportement, c'est des projets qu'on a mis en place parce qu'on sort. Les frais étaient couverts, donc on n'a pas eu de dépenses, mais on n'a pas eu de rentrée non plus. Et les concours qu'on a fait au début n'étaient pas payés non plus. Et avec ce qu'on veut, les concours en Autriche ne sont pas aussi bien payés qu'ici. Donc c'est pas ça qui fait non plus. Mais au début, c'est vraiment, c'est un peu, ça va paraître peut-être un naïf, mais c'est vraiment l'envie et la motivation qui nous a fait tenir. On a, pendant quelques années, on a vécu avec pas grand-chose. Et mine de rien, ça a apporté des fruits parce que maintenant, petit à petit, ça tourne bien. On a des projets concrets, on continue à être actifs dans tout ce qui nous motive aussi. Donc, à l'attente, il faut y croire, porter ses fruits. Vous êtes basé à Vienne? Par hasard. J'étais un an en Hollande, et une fois qu'on part, on se rend compte que c'est pas si difficile. Et j'avais rencontré deux de mes collègues maintenant en Hollande. Et Vienne, c'était une ville qui bouge bien, qui a vraiment plein de jeunes d'agences dynamiques. Et je me suis dit, je vais voir si ça se passe mal, je pourrais toujours aller voir ailleurs. Et puis finalement, donc c'était vraiment par hasard. Je connaissais pas la ville, je parlais pas allemand. La question, ce serait, je trouve qu'il y a des nouvelles pratiques un petit peu, comme ça comme nous, c'est pas tout à fait nouveau, ça me fait penser à Stoker, ça me fait penser au situ. Ils étaient à Prata aussi, ils étaient invités aussi dans le cadre des 5 villages, enfin du village de l'art. Dans les groupes que vous êtes, il y a, je ne sais pas savoir qui théorise quoi, mais est-ce que j'imagine qu'il y a une pensée, il y a une théorisation minimum entre vous, il y a une militance. Est-ce que tu peux parler 2 minutes de cette approche, c'est-à-dire que plutôt prendre les armes, on prend son cerveau, en quelque sorte, par rapport à... Oui, c'est faire, c'est learning by doing, c'est faire, enfin essayer de faire bouger les choses, et après... Ouais. Vous n'avez pas des... C'est comme ça nos motivations, ce qui nous pousse, pourquoi on... Est-ce qu'il y a un background philosophique là? Non, le background Non, c'est plus, c'est vraiment, et c'est un peu ce qui nous
c'est essayer de... Je sais pas comment dire. Oui, quelque part, c'est vrai. Si on prend quelque chose, on a envie d'essayer de communiquer, on a envie que les gens se réapproprient quelque part un peu aussi leur ville ou les lieux publics, où on part du fait que ces lieux sociaux, que l'homme est encore capable d'échanger, et peut-être comme ça de faire avancer les choses. Et le principe, c'est vraiment d'utiliser des choses souvent très simples, très banales, que ce soit comme les Mosquera, mais 4 km 8, ou une idée ou un phénomène qui est là, mais qui n'a pas été questionné, ce qui est bouchon. C'est un peu d'utiliser toutes ces choses qui nous entourent et de les mettre sous une autre lumière ou de les questionner et par là essayer de faire bouger les gens qui commencent aussi peut-être à re-questionner ce qui les entoure, parce que quelque part l'archive c'est ça aussi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on a besoin, pourquoi, plutôt que d'accepter ce qui se construit, c'est vrai que la promotion d'opération il reste avec un gros point d'interrogation et c'est ce qui se passe finalement, quoi. Donc c'est un peu, on va dire de l'autre côté, essayer de refaire les choses. Pour avoir suivi assez bien, par exemple, l'expérience Philokit, où j'ai accompagné le Fred sur leur intervention, ce qui était assez incroyable, c'était que c'est arrivé en dernier, on va dire, et sur une biennale qui était sur la mobilité, c'était vraiment le seul projet mobile. Et c'était une biennale d'archi, donc elle se construit d'habitude, et c'était la seule action qui n'était pas sur le construit, et c'était finalement la plus pertinente. Et pour avoir suivi par exemple, le montage des Philokit dans leur agence, en remplissant les 500 ou 1500 pistolets et tout ça, il n'y avait pas d'autorisation, c'était plus de l'intuitif. Et ce qui donne justement cette fraîcheur et ce succès par rapport à la... C'est un peu la guérilla urbaine, quelque part. Il y a un côté des fois un peu... Je suis un peu trop hésité en ce moment. Oui. Donc c'est le côté, moi je sais pas si je sais pas toi, c'est l'actualité, mais ce que les situs développaient, c'était que chaque instant de présence est une situation potentielle qu'il s'agit de jouer. Et ensuite, l'imagination des participants fait que la situation est intéressante ou pas. Enfin, dans ce sens-là, vous êtes complètement là-dedans, mais si on se situe, c'est presque toujours, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve 30 ans, je ne sais pas, 40 ans plus tard, ces choses-là qui à l'époque semblaient sont vraiment derniers au développement, on les retrouve effectivement qui émergent de temps en temps par Stoker ou par vous. J'espère que le XXIe siècle sera peut-être nouveau, permettra de voir ça se développer. J'espère aussi, parce qu'il y a quelques... J'ai l'impression, en tout cas à Venise, c'est ce que j'espérais y voir. J'ai été un peu déçue, mais bon, il y a quand même eu quelques interventions. Par le titre qu'ils ont, Architecture Beyond Building, ils invitaient un peu à ce genre de démarche. Effectivement, Stalaker a été invité, il y avait Rand Labor, il y avait Exist pour les Français. Et quelques agences qui s'illustrent un peu dans ces interventions réelles. Et je pensais que ça allait être, enfin, c'était peut-être un tournant qui montrait qu'une nouvelle génération arrivait aussi à la parole. Et finalement, bon, ça c'était dans le pavillon international, dans le pavillon italien des jardins. Et quand on va à l'Arsenal, c'était une catastrophe. Il y avait tous les grands classiques de Hadid. Ça, c'est pas critiquer leur travail, mais je trouve que ça arrive. Ils ont proposé des structures qui ont dû coûter une fortune,
Si le commissaire avait appelé la biennale architecture et design, il avait invité Lagerfeld aussi, ça aurait été, j'aurais compris. Mais j'ai pas compris ça dans le cadre de la biennale qu'il proposait. Et au final, ça voulait dire que c'est toujours eux qui ont le pouvoir, c'est toujours eux qui font cette structure, qui ont l'argent. Et c'est mine de rien, nous, ce qu'on a reçu pour faire ça, c'est rien. Et eux, à mon avis, donc le monde, j'espère que le monde va changer, mais c'est pas encore gagné. Non, mais vous allez vous dire. Et tous à la même vitesse, Dominique. Non, c'est pas vrai, ça. On n'est pas tous à la même vitesse. Une question, le prix de l'hôtel, c'est combien? Et deuxième question, après l'hôtel, la gestion, elle est donnée aux habitants, je veux dire, ça marche comment cet hôtel? Et trois, puisque comme ça, les autres personnes qui ont été invitées, ils ont été invités dans des endroits peut-être plus denses que les vôtres, parce que les vôtres, c'est vraiment dans une zone très peu dense. Je veux dire, oui, avec les problèmes, etc., mais c'est pas une zone dense. Les autres, ils ont eu je pense, en voyant la carte, dans des zones beaucoup plus denses, parce que toute la population est sur la côte, pas à l'intérieur. Donc, ils ont répondu comment, les autres, par rapport à une telle thématique? Le prix de la chambre. Le prix de la chambre, c'est comme vous voulez. C'est laissé à votre bon jugement. Ah oui? C'est plateau à la sortie. Pardon? Plateau à la sortie. Si vous avez été content, si vous avez été content, vous partez entièrement en porte. Et les gérés? C'est géré par les habitants. C'est ce qu'on voulait justement. Leur donner, donc ils faisaient partie du projet. Et nous, on a les mails aussi, on a les demandes, donc on reste en contact avec eux. On organise à deux parties. On leur dit quand quelqu'un arrive, mais c'est eux qui s'occupent sur place. C'est eux qui ont les clés, c'est eux qui font les draps, c'est eux qui accueillent celui qui arrive, c'est eux qui l'entretiennent, c'est eux qui continuent. Il y a combien de chambres? Il y a 3 chambres. Et ça continue Oui, ils continuent, mais ils refont pas de chambre. Ils aménagent un peu autour, ils font les chambres et tout. C'est vous qui aviez des idées, quoi. L'initiale, oui. C'est bien, c'est eux qui ont. Et les autres artistes n'ont pas. En fait, c'était 5 villages. Les 2 photos que j'ai montrées au début, les Tines et Gallo, c'était aussi, ça faisait partie des 5 villages. Donc le contexte était quand même très campagnard, très villageois. On n'était pas confronté à les zones urbaines plus denses. Non. C'était vraiment les. En fait, les archis qui ont initié ce projet viennent de là et voulaient faire quelque chose pour cette région qui est complètement vide et abandonnée par ses habitants. Ils voulaient réinvestir aussi ou redonner une dynamique. Et ils ont proposé quoi? Parce que les autres, c'est un projet d'architecture, je veux dire, les autres, c'était pas des projets. Il y avait des paysagistes qui ont fait du d'art. Mais après, c'est pas pour se vanter, mais nous, on a eu la chance de. Aucun village ou aucun artiste n'a eu le retour que nous, on a pu avoir. On est les seuls à avoir eu 30, 40 participants, à avoir des habitants aussi actifs et motivés et réceptifs. Les autres, c'était plus. C'est probablement le projet qui l'a. Sûrement, parce qu'ils ont quelque part, ils sont trouvés aussi. Il y a une identification qui. Et les autres projets, c'était vraiment plus des interventions artistiques ou de type manga. Et complètement différent en fait. J'ai une question idiote. Encore. 72, c'est la naissance de. C'est l'adresse. En fait, notre agence, c'est Shopping Falgas, 60. Oui, ils sont encore plus vieilles. Moi, je suis encore plus vieille.
après les concours que vous avez participé, est-ce que la démarche que vous employez consiste en fait à répondre aux détournements et est-ce que vous pensez que, d'abord, est-ce que c'est possible, bien que dans le système français détourné un programme scandale, donc là apparemment c'est tout à fait jouable, ça va dans le cas. Et est-ce que vous pensez que c'est une nécessité? Est-ce qu'il faut, si vous voulez, re-questionner un programme et en cause, si vous voulez, le fondement de l'équipe? J'ai un peu l'impression que c'est quand même ce qui reste après vos premiers projets qui étaient, je dis, il y a quand même ce côté de cette capacité à jouer, un élément qu'on vous donne et qui souvent est assez difficile, et que vous allez côté autrement. Est-ce que ça, c'est d'abord une façon de travailler, ou est-ce que c'est une stratégie pour se positionner autrement? Pour les premiers projets, c'était vraiment une volonté ou un rejet par rapport à certains points pour les stratégies urbaines. Mais pour ce qui est concours, on prend en compte le programme, mais on essaye, si on estime qu'on pourrait encore proposer quelque chose en plus, ou combiner, ou rajouter. On essaye d'amener ça aussi, mais sans avoir la prétention de dire que le programme est nul et donc on propose autre chose. C'est pour Krems par exemple, quelque chose de très pragmatique du bureau. On a répondu au cahier des charges, mais on a simplement essayé, même dans des programmes très rigides, de rajouter quand même peut-être cette idée de rue ou d'espace public qui déambule aussi à travers un bâtiment. C'est plus pour la Maison des Vins, c'est vraiment en travaillant avec les viticulteurs que petit à petit on a élaboré ce que ça pourrait être aussi, une Maison des Vins et en fin de vente. Donc c'est plus après un travail, pas toujours, si c'est un concours. C'est différents positionnements, mais c'est pas forcément un refus d'office ou un positionnement par principe. Dans l'autre porte, on va dire, c'est plus oui, non, est-ce que ça nous semble juste, est-ce que ça nous semble adapté, ou qu'est-ce qui pourrait en plus, qu'est-ce qui pourrait peut-être enrichir le tout encore. Est-ce que la maîtrise d'ouvrage là-bas, elle accepte facilement? Ça aussi, c'est non, pas toujours. C'est comme dire, certains qui regardent comme ça, et d'autres qui ont appris un peu à regarder comme ça, c'est pas non, c'est pas ça marche pas, mais ça marche pas, et là on fait ce du monde. Et pour l'instant, on a eu la chance de on a réussi à on n'a pas encore construit ça, on n'a pas encore tant d'expérience que ça, peut-être que en tout cas, on essaye. Après, ça ne marche pas à tous les coups. Est-ce que ce n'est pas une nécessité pour arriver à faire quelque chose qui soit qualifié? Autrement dit, je re-questionne quand même la qualité qui peut être mise dans un programme. C'est ça, oui. Parce que je ne crois pas. On ne peut pas appeler la qualitative des quantités. Et donc, répondre à un programme tel qu'il est écrit, il me semble être une fausse piste pour la qualité. Ça, je ne sais pas.